Bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. J'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour cette émission qui me tient spécialement à cœur aujourd'hui, puisqu'on va parler eh bien d'une thèse, qui n'est plus une hypothèse pour le coup, de l'assassinat de Daniel Balavoine. Je le dis haut et fort, effectivement, puisque, rappelez-vous, le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine décédait, en tout cas officiellement, à bord de son hélicoptère, qui était donc piloté par Thierry Sabine. Donc il y avait Nathalie Audan, notamment François-Xavier Bagnoud, Jean-Paul Le Fur, Thierry Sabine, donc qui est le créateur du Paris-Dakar, et bien sûr Daniel Balavoine. Donc le 14 janvier, aux alentours de 19h, décédaient ces 5 personnes. Voilà, on était tous un petit peu, eh bien, comment dire, choqués par cette nouvelle, puisque bon, on perd quand même des personnes connues, des personnes, on va dire, qui étaient mises en avant assez souvent, surtout Daniel Balavoine, avec sa courte carrière de chanteur de 8 années. Et aujourd'hui, donc, je vais accueillir Jean Pernin, qui est là pour nous en parler, et je vais tout de suite l'accueillir. Bonjour Jean, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, je te remercie, ça va. Oui, ça va, également. les températures se réchauffent. Je pense qu'à l'heure où cette émission sera en ligne, eh bien, je pense qu'on pourra ressortir le petit apéro sur la terrasse. Non, j'exagère, enfin bon. Non, pas tout à fait, mais enfin, on n'est pas loin. Oui, ça va très bien, surtout que c'est un sujet qui me tient fort à cœur aujourd'hui. Tu vas nous évoquer. Alors bon, c'est vrai que tu n'en es pas à ta première émission. Peut-être que les auditeurs qui nous suivent actuellement eh bien, auront déjà entendu cette intervention sur d'autres web radios et d'autres radios. Tu as même été chez Jean-Paul Carton, si je ne m'abuse, en 2000. Jean-Claude, pardon. Jean-Claude Carton. Jean-Claude Carton qui nous a quittés il y a 3 ans sur Radio bientôt. Ici Maintenant, fabuleuse radio que j'ai écouté. Et d'ailleurs, c'est grâce aussi, entre autres, à ce genre de radio-là que je suis ici pour l'instant. Et voilà, c'était en 2004 et ils t'ont réinvité en 2005. On mettra les liens éventuellement pour les personnes qui veulent écouter cette longue émission de 6 heures à peu près. Une émission nocturne, une émission qui commence à 23h jusqu'à 6h. C'était un parcours du combattant de nuit, mais enfin, on ne voyait pas passer la nuit, en fait. On ne fait plus trop, je crois, maintenant, à présent. Je ne sais pas, ici et maintenant, moi, j'ai plus de contact avec eux. Donc, de toute façon, Jean-Claude les avait quittés. Il y a eu beaucoup de changements effectivement à la fin donc voilà, Jean, tu vas nous effectivement évoquer donc ce fameux épisode qui n'est pas un accident de Daniel Balavoine puisqu'il est décédé, on le rappelle, donc à Paris-Dakar sur cette soi-disant grande dune, puisqu'il y avait une forte tempête. Thierry Sabine n'ayant pas pu contrôler l'appareil, se sont crashés donc sur cette dune. Ça c'est ce qui est dit officiellement. Oui. Donc, voilà. On va reprendre dans le détail. Alors, effectivement, puisqu'on est dans la rubrique mystère, paranormal et compagnie, tu vas nous parler notamment du. Je vais parler déjà de exactement, par qui tout est arrivé. Je te laisse la parole. Donc, déjà, je salue tous les internautes qui écoutent cette émission. J'espère qu'ils sont nombreux. Je leur demande de médiatiser, de diffuser à leur niveau, évidemment, cette affaire Balavoine qui est importante. Alors, c'est arrivé, en fait, moi, pourquoi je me suis penché sur cette affaire Balavoine, à laquelle je ne croyais pas d'ailleurs, parce que pour moi, quand Balavoine est décédé, effectivement, j'ai cru à un accident, comme pour Coluche d'ailleurs, comme d'autres. Ça me paraissait tout à fait plausible. Je n'avais aucune raison à l'époque de remettre en question cet accident. Je veux dire, pour moi, ça paraissait réaliste. Bon, alors, moi, c'est arrivé par l'au-delà, puisque mon fils Olivier, 21 ans, nous a quittés en juin 95. Alors, nous a quittés assez brutalement. Ça ressemblait à un suicide sans en être un. Enfin bon, il est mort brutalement le matin. C'était un jeudi, je me souviens encore. Le 8 juin 95, évidemment, ça a anéanti notre famille. Alors, à l'époque, je ne croyais pas plus que ça à la vie après la mort, ni aux manifestations des disparus. Donc,
j'ai dû changer d'avis rapidement puisque lui s'est manifesté à nous après son décès. Excuse-moi, je suis un peu enroué. Après son décès, et donc il est apparu, il a fait, comment dire, il a joué avec la télévision, qui s'allumait, qui s'éteignait, qui changeait de chaîne toute seule. À l'époque, c'était un téléviseur à touche. On avait des parfums aussi qui se répandaient dans notre appartement. La chaîne IFI qui se mettait en marche aussi spontanément, sans qu'on y touche. Et puis des sons bizarres. Alors c'est surtout mon ex-épouse qui les entendait, des voix comme un peu métalliques, des voix un peu robotisées. Donc c'était lui. Et puis j'ai fait un songe extraordinaire peut-être 2 semaines après son décès, où je l'ai vu incroyablement bien, hein, comme on les voit les personnes qui nous ont quittés dans des songes. Et après, il est apparu à sa camarade début juillet, donc à peu près 3 semaines. Hein. Après son décès, il est apparu dans sa chambre à Lyon. Lui, il était étudiant, elle était étudiante aussi. Et puis, il lui a même caressé la chevelure. Enfin, ça a été quelque chose de fou, quoi. Donc, on a eu beaucoup de manifestations. Donc, ça nous a évidemment remis du baume au cœur parce que tout parent qui voit un enfant partir dans des conditions pareilles déjà est pris par la culpabilité parce qu'on se dit mais pourquoi il a voulu mettre fin à ses jours, parce que ça ressemblait à ça tout de même. Hein. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait quand on est parent, évidemment, on s'interroge. On s'interroge. Bon, on n'avait pas le sentiment d'avoir été de mauvais parents, pas le sentiment non plus peut-être d'avoir été meilleur. Bon, suffisamment bon. Enfin bon, de toute façon, c'est un garçon assez discret, Olivier. C'est un garçon assez discret, assez réservé. Il était sérieux. C'est un garçon très sérieux. Il a jamais... il avait son caractère, hein, comme on a tous notre caractère, mais il n'a jamais remis en question, il n'a jamais, comment dire, dévié dans sa vie, quoi. Il n'a jamais dérivé. Ah loin de là, non, mais c'était quelqu'un de très sérieux, qui étudiait bien, qui, quand moi je me levais pour le boulot à 7 heures, il était déjà levé, lui depuis 6 heures, il était dans ses bouquins, enfin bref. Alors passionné d'astronomie, passionné par les étoiles. Il avait 2 télescopes, dont un de sa fabrication d'ailleurs. Il avait fabriqué un télescope, il avait passé un temps fou pour fabriquer une grosse lentille, enfin c'était un truc de fou, quoi. Bref, il était assez passionné par tout ça. Et puis, évidemment, ce décès brutal nous a recadrés, nous a obligés à voir les choses autrement, surtout après ces manifestations. Alors, on s'est dit là, il y a quelque chose après la mort, puisque il est parti, il se manifeste, il apparaît. Et donc, il faut creuser. Donc, moi, je me suis engagé dans une véritable quête spirituelle, hein, j'ai commencé à lire des bouquins, et puis un peu plus d'1 an après, j'ai commencé à recevoir des messages, alors que j'avais contacté une médium, que j'avais rencontrée d'ailleurs pour des raisons professionnelles 3 ans plus tôt, ici à Roanne, et puis bon, on avait parlé de l'au-delà, je m'étais moqué d'elle, je me souviens, comme quoi j'y croyais pas vraiment 3 ans plus tôt, hein, c'est-à-dire en 92. Et puis, en définitive, elle m'a conseillé un livre, le premier livre de Jeanne Moranier d'ailleurs, qui a communiqué avec son fils Georges, elle a écrit 7 livres, sous écriture inspirée, écriture automatique, et puis à partir de là, j'ai dit là, il faut chercher, alors pas de démarche religieuse, hein, parce que quand j'ai voulu parler au curé qui a célébré ses obsèques des manifestations que nous vivions, il m'a dit « Oh, attention, faites attention parce que Satan est capable de pas mal de choses. » Ah, j'ai dit « Bon, parce que c'est Satan qui se manifeste. » Ah, il m'a dit « Oui, hein, bon, alors laisse tomber, on n'a rien à voir avec ces gens-là. » Donc, du coup, moi, je suis dans une démarche spirituelle, mais absolument pas religieuse. Hein. Par contre, je me sens très proche du Christ Jésus, du Maître Jésus, comme je l'appelle. Et puis, comme je dis toujours, quand je vous parle de Jésus, je vous parle pas du pape. Voilà, donc je fais bien la différence entre ça. Donc, je passerai sur tout ce qu'on a vécu parce que c'est trop long et c'est l'objet d'une conférence à part entière d'ailleurs.
Et puis, pour en arriver au 4 septembre 1996, puisque la médium que j'avais rencontrée 3 ans plus tôt, je l'ai recontactée, évidemment, quand Olivier est décédé, pour lui dire voilà ce qui nous arrive. C'est terrible. Elle m'a dit oui, mais d'accord, c'est terrible. Enfin, vous savez ce que je vous ai dit. Il est toujours vivant. D'ailleurs, je le vois. Elle me décrivait avec qui il était, pas un grand-père peut-être. Enfin bref. Elle me dit mais pour communiquer avec lui, il faut qu'on attende 1 an. Donc, parce que vous savez, la mort, c'est une nouvelle naissance, une naissance dans l'autre monde, quoi. C'est une naissance à l'envers. Enfin, à l'envers, plutôt à l'endroit, parce que moi, il me le dit souvent, oui, Olivier, la vraie vie, c'est la nôtre. C'est nous qui sommes à l'envers ici. Hein. Donc, on vient vivre une expérience ici, mais la véritable vie, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie qu'on aura après notre mort physique sur cette terre et tout ce qu'on y aura fait, et puis la place qu'on aura méritée après, hein, en fonction de nos actes. C'est pas en fonction de nos présences à la messe le dimanche, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Je veux dire, ce sont les actes qui comptent, même les personnes qui ne croient absolument pas en Dieu, et on en connaît tous, des gens qui sont très bien dans leur vie, qui sont des exemples, qui sont des gens généreux, qui aident, enfin bref, qui ont une vie vraiment impeccable, n'ont aucun souci à se faire, même s'ils ne sont pas baptisés, quand ils arriveront de l'autre côté, parce qu'on ne va pas leur reprocher de ne pas avoir cru en Dieu. On va simplement regarder leurs actes. On va même pas regarder leurs actes, parce que c'est l'être lui-même qui se juge. C'est notre être miroir qui se juge. Olivier me le dit, moi, c'est votre être miroir qui a prêté serment, et c'est donc bien à lui que revient le jugement. Donc il n'y a pas de tribunal avec Dieu au milieu, des assesseurs ou je sais pas qui, un Jésus à droite et un autre à gauche, en disant accusez-vous, ça n'existe pas. Il n'y a pas de jugement de l'autre côté, c'est un monde d'amour, de tolérance, de pardon, et puis chacun, en fonction de ce qu'on aura fait sur cette terre, rejoindra le plan plus ou moins lumineux qui sera le sien, plus ou moins éthéré, plus ou moins épuré, ou qui ira vivre ses journées dans les ténèbres, dans ce qu'on appelle le bas astral, dans les bas-fonds, voire encore plus loin pour les plus mauvais d'entre nous qui auront commis des actes absolument ignobles sur cette terre. Alors, acte ignoble, excuse-moi Alexis, acte ignoble aussi bien vis-à-vis des humains que des animaux, voire des végétaux. Donc ça veut dire toute la maltraitance qu'on peut commettre vis-à-vis du vivant. Hein, le vivant, c'est pas uniquement les humains. Moi, quand je vois les animaux partir à l'abattoir, encore je suivais un camion de dinde l'autre jour en pleine nuit, j'ai dit mais ce sont des humains civilisés qui font ça, qui promènent ces bêtes en pleine nuit sous la neige, à plein vent. Il y en a qui étaient sûrement mortes dans les cages et qui sont arrivées dans des conditions abominables aux abattoirs. Et c'est de ça que les gens vont se régaler en achetant ça dans un truc emballé, en ignorant même qu'il y a un animal qui a donné cette viande. Donc tout ça, ça va se payer très cher. Il faut le savoir. Moi, je suis devenu végétarien d'ailleurs, hein, depuis plusieurs années, parce que je supporte plus cette souffrance animale. D'ailleurs, un jour, j'ai eu un message disant « Oseriez-vous aujourd'hui consommer votre frère ?» Ce sont nos frères, les animaux. Ils ont une âme comme nous. Même si elle est de nature un peu différente, parce qu'elle n'a pas de conscience ou développée comme la nôtre. Mais en tout cas, ils ont beaucoup de conscience. D'ailleurs, on en reparlera peut-être dans une émission, mais ils en ont même parfois plus que certains humains. Je m'excuse, mais c'est vrai que... Enfin, voilà. Ils ont pas la conscience du bien ou du mal, en tout cas. Voilà, bien sûr. C'est ça que je voulais dire quand je parle de conscience. Ils sont dans le moment présent. Non. Voilà, ils n'ont pas conscience du bien ou du mal. Je veux dire, un chat peut venir te soulager ta souffrance et puis dans la minute suivante attraper un oiseau ou une souris, s'amuser avec. C'est des enfants en fait. Hein. C'est ça, voilà. C'est en ce sens que je parle de conscience. Hein. Conscience du bien, conscience du mal. Oui. Mais sinon, ils ont beaucoup de conscience, effectivement, par rapport à nous. Ils savent bien comment on fonctionne et ils ont des facultés plus développées que les nôtres, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est évident. Donc, ça, c'était une parenthèse, par rapport à notre affaire Balavoine. Donc, j'en reviens à l'au-delà, effectivement. Et donc, le 4 septembre
96, c'est ça, c'est-à-dire un an après son décès, j'ai pris un pendule, c'est-à-dire j'ai contacté la médium en question, qui m'a dit, je suis absolument désolé, on me dit qu'on ne peut pas communiquer avec votre fils. Donc ça m'a mis un coup de massue sur la tête. De nouveau, parce que j'ai pas compris pourquoi. Et une semaine après, c'est moi avec un pendule qu'il avait dans son tiroir, enfin toute une histoire, des gens qui lui avaient offert un pendule, des voisins qu'on invitait de temps en temps, qui étaient un peu branchés sciences occultes. Mais ça, c'était quand même 10 ans plus tôt. Donc ce pendule, je l'ai utilisé, j'ai commencé à poser des questions, j'ai cherché à savoir comment ça fonctionnait, parce que moi, quand je voyais des gens tenir des pendules, je disais c'est des oiseaux, quoi. Je me moquais d'eux, enfin bon, pas ouvertement, mais enfin, ça me paraissait pas très sérieux. Sauf que ce jour-là, c'est moi qui ai pris le pendule, qui ai commencé à le faire fonctionner, et il a bien fonctionné. Donc j'ai posé déjà quelques questions par oui ou par non, et le pendule me répondait, j'ai conventionné ce pendule. Et puis après, j'ai dit, il faut que j'en sache un peu plus. Et donc j'ai confectionné un cadran avec des lettres d'alphabet, et puis j'ai commencé à recevoir des messages beaucoup plus complets, y compris des messages télépathiques. C'est-à-dire qu'en fait, le message, je l'avais dans la tête avant de le recevoir sur le cadran avec les lettres de l'alphabet. Donc c'est comme ça qu'on en arrive au 4 septembre où là, on était autour de la table avec mon ex-femme et ma fille, où il nous a écrit lettre par lettre, je suis vivant. Alors on s'est tous écroulés, tous les trois là, on était anéantis par tout ça. Et puis donc là, il y a eu beaucoup de messages qui sont arrivés, de gens de ma famille décédés, enfin bref. Et au mois de novembre, effectivement, le 4 novembre 96 précisément, donc septembre, octobre, novembre, tu vois, 3 mois plus tard, dans un message, spontanément, je prends le pendule qui se balance comme ça et ça m'arrive dans la tête. Daniel est mon ami, mon fidèle compagnon. Ah, j'ai dit, tiens, qui est ce Daniel? Donc je ne sais pas qui est ce Daniel. Olivier n'a pas d'ami qui s'appelle Daniel. On n'a pas dans notre famille de Daniel, donc j'ai pensé à un moment donné au prophète Daniel, celui qu'on trouve dans la Bible, et je suis pas allé plus loin. Et donc j'ai continué, moi, parce qu'après, mon but c'était d'avoir des messages pour moi, mais des messages aussi pour d'autres personnes, et tout ça gratuitement, bien sûr. Hein. Tout ce que je fais est totalement gratuit, y compris dans le domaine de l'exorcisme, du désemboûtement et compagnie que je pratique aujourd'hui depuis 2003 déjà. On peut revenir à la fin. Donc après, au printemps 97, le voilà de nouveau qui me parle de personnalités décédées, Olivier, il me parle de Coluche, il me parle de Claude François, Daniel Balavoine revient également, Mitterrand, De Gaulle, le commandant Cousteau, enfin bref, plusieurs personnalités, mais il me dit rien de particulier par rapport à ces gens-là, si ce n'est que, s'agissant de Daniel Balavoine, il évoque son niveau d'évolution, qu'il me dit qu'il est guide spirituel. Donc ça veut dire une âme de haut niveau déjà. Claude François, ils m'ont dit pas grand-chose. Enfin, par la suite, j'ai compris pourquoi il m'avait parlé quand même de Claude François, parce que je suis allé dans l'appartement où il est mort, à Paris, mais enfin, on va pas faire une émission sur Claude François. Mais enfin, quand même, j'ai reçu des messages de lui aussi. Alors, il me parle de Coluche également, qui a un bon niveau d'évolution dans l'au-delà. Mitterrand, bon, là, j'ai compris qu'il était en eau trouble. De l'autre côté, c'est-à-dire pas dans la lumière. Hein. En 97, hein. En 97. Et il me parle de Gaulle. Bon, De Gaulle, il n'en dit pas plus. Et puis il parle du commandant Cousteau. Enfin bref, il aimait bien le commandant Cousteau. Bon, il m'en dit pas plus. En tout cas, bon, à ce moment-là, je ne pose aucune question à propos de la mort de Coluche ou de Daniel Balavoine, où effectivement beaucoup de gens se posaient des questions. Coluche, tout le monde croyait plus ou moins qu'il avait été, que c'était pas un accident, qu'on l'avait liquidé, hein, pour parler clair, et avec ce camion qui a braqué d'un seul coup, qui lui a barré la route sur une ligne droite. Daniel Balavoine, bon, c'était moins évident. C'est moins évident. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je ne m'étais jamais posé de questions, ni pour Coluche, ni pour Balavoine. Donc, ça veut dire que quand Olivier me parle de Balavoine au mois de mars 97, ça doit être à peu près ça, je ne lui demande rien par rapport à la façon dont il est mort. Tu pars sur un terrain neutre. Absolument rien. Voilà.
Ah ben complètement, parce que sinon j'aurais questionné, mais j'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé et lui ne m'a rien dit. Donc 7 ans passent. Il se passe 7 ans cette année et on en arrive à janvier 2004. Bon ben moi entre-temps j'ai écrit un livre qui s'appelle Passeport pour l'au-delà. J'ai fait des démarches, j'ai des gens qui me contactent, etc., etc. En janvier 2004, tu me coupes bon, si Jean, tu veux poser des questions. Hein. Je t'écoute, la conférence, elle dure 2h30. On va pas faire 2h30 aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, en janvier 2004, je regarde, je sais pas, c'était le 9 ou 10 janvier, un hommage télévisé. Bon, parce que c'était l'anniversaire de la mort de Daniel Balavoine. C'est tous les janvier, quoi. Hein. Tous les débuts janvier, donc je regarde cet hommage, en fait, je l'avais enregistré la veille et je regarde le lendemain en début d'après-midi. Et donc, au cours de cet hommage, donc il y a différentes personnalités, donc c'était sur France 3, je crois. Il y a différentes personnalités du Dakar qui interviennent, hein, dont une des sœurs, Marie-Françoise, et on arrive vers la fin de l'émission, et là, elle dit quelque chose qui est bizarre, que j'interprète ou que je traduis différemment, à propos du personnage qui l'a précédé dans l'interview, dans l'émission. Donc, un gars qui est interviewé, je ne dirai pas son nom parce qu'il est directement concerné dans l'histoire. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte par rapport à ce type-là? C'est bizarre, ça m'a ébranlé. Et je dis, alors là, j'ai le sentiment qu'il y a une intrigue autour de cette mort. Ça m'est venu comme ça dans la tête et je pense que c'est dans l'au-delà qu'on m'a fait passer ce message. Il y a une intrigue autour de cette mort, on ne nous a pas dit toute la vérité. C'est resté flou, hein. Ouais. Alors, oui, donc, alors le 13 janvier, alors important parce que moi j'avais complètement oublié la date du décès de Daniel Balavoine, la date exacte. Donc le mardi 13 janvier 2004, donc après l'émission, le soir, je suis comme poussé pour faire une communication, parce qu'on est quand même plus ou moins poussé ou attiré. Hein. Je prends le pendule, alors là j'ai un message qui descend avec une rapidité extraordinaire de Daniel Balavoine, qui parle absolument pas de son accident d'ailleurs, mais qui parle de son... Je retrouve en fait le Balavoine engagé politiquement. Hein, qui dit partez à l'assaut des citadelles qui gouvernent le monde, il faut les ébranler, je l'ai fait en montant, j'ai provoqué ces individus suffisants qui parlent avec le mensonge à la bouche, enfin, les êtres qui vous gouvernent sont de dangereux prédateurs, ça on le sait, c'est de pire en pire d'ailleurs. Ils n'ont pas de scrupules pour s'imposer partout où ils le peuvent, enfin bon, la seule chose qui les intéresse c'est le pouvoir, porter des coups sévères à ces individus, bon ça ce sont c'est un extrait, si tu veux, du message qui est beaucoup plus long. Mais il évoque absolument pas son accident. Alors, moi, je reçois ce message, donc je l'envoie effectivement à Jean-Claude Carton, puisqu'on avait pris date pour une émission en mars 2004, et il me dit, oui, mais ça tombe bien, enfin, une émission pas sur Balavoine, une émission sur l'au-delà, hein. Et donc, mais il me dit, ça tombe bien, parce que moi, j'ai croisé Daniel Balavoine, puisque je chantais quand j'étais jeune, et j'ai souvent croisé Daniel Balavoine. Donc, il me dit, on en parlera en 2004. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et puis, je dis, je vais vous envoyer ce message. Donc, j'ai envoyé ce message à Jean-Claude Carton. On en a effectivement parlé longuement de cette affaire Balavoine, à l'époque, avec les infos qu'on avait. Parce que les infos qu'on avait à l'époque, c'est pas les infos qu'on a aujourd'hui. C'est une longue enquête. Ça a beaucoup hein, progressé. Hein. Façon, ouais. C'est une longue enquête, ben oui, 2004. Hein. Et donc, et j'ai dit, ce message, il faut absolument que je le fasse parvenir. Le message reçu le 13 janvier. Donc après, je me suis documenté. J'ai vu qu'il était effectivement mort le 14. Et donc, janvier, officiellement, c'est le 14 janvier, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc j'ai dit, il faut absolument que j'envoie ce message à la famille Balavoine. Donc j'essaie d'avoir un contact. Effectivement, j'ai un numéro de téléphone, j'appelle, je tombe sur un monsieur. Donc c'était le numéro de téléphone de Marie-Françoise Balavoine qui était intervenue dans l'émission. Donc j'ai un monsieur au téléphone, donc je lui ai dit, écoutez, voilà, vous allez peut-être me prendre pour un fou furieux, mais pas, peu importe. Je vous livre mon expérience. Et donc je lui livre mon expérience. Il me dit, mais non, mais il me dit, je vous prends pas du tout pour un fou parce que
J'ai moi-même perdu un fils dans un accident de moto en 97 et j'ai eu aussi des manifestations. Ah ben, je tombais bien. Donc, je lui parle en gros du message, mais il me dit, écoutez, envoyez-le, il y a une adresse Internet, vous pouvez l'envoyer à Marie-Françoise Balavoine qui est absente actuellement. Et, ok, donc il me dit, vous mettez vos coordonnées, si elle veut vous rappeler, elle vous rappellera. Bon, elle ne l'a jamais fait. Je lui ai dit, vous êtes qui par rapport à elle? Il m'a dit, mais je suis son mari, monsieur Maestre. Ah bon, d'accord, bien enchanté, monsieur. Alors, je lui dis textuellement, écoutez, je voudrais quand même vous demander, j'ai le sentiment qu'il y ait une intrigue autour de cette mort et qu'on ne nous a pas dit toute la vérité. Qu'en pensez-vous? Ah ben là, il est resté totalement silencieux, il m'a absolument rien dit. Il y a eu un blanc au téléphone, donc bon, bah un écoute, blanc qui veut peut-être on en est resté mais là. bon, voilà, ça c'est... Oui, silence approbateur. On appelle ça un silence approbateur. Donc après, je continue évidemment les communications telles que je sens, que quand je sens que je dois les faire. Le 9 février 2004, Olivier, mon fils Olivier me dit, la date réelle de sa mort n'est pas le 14 janvier, mais le 13 janvier. C'est encore une magouille politique pour disperser les caps, car l'enquête diligentée immédiatement après l'accident aurait pu découvrir des faits troublants, complètement effacés le lendemain. Ben, je dis là, non, il y a un problème. Je dis là, je vois pas comment, oui, d'accord, effacer des traces, d'accord. Mais alors, si c'est le 13 janvier, ça veut dire que pendant presque une journée, les 5 personnes mortes dans l'hélicoptère, personne ne les a vues. Donc j'ai dit là-haut, ils ont des problèmes. J'ai dit ça me paraît impossible, parce que j'ai quand même aussi des témoins qui disent non, on a bien vu le 14 janvier Daniel Balavoine, etc. D'autres qui disent qu'ils les ont pas vus. Enfin voilà, il y a des mélanges de témoignages, c'est impressionnant. Et moi-même, je ne croyais pas d'ailleurs le 13 janvier. J'ai dit non, là, vous déconnez là-haut. Oui, parce que c'est ce que tu dis, en général, même de l'autre côté, il peut nous faire de toute façon des petites blagounettes parfois concernant voilà. Donc. Ah oui. Oui, mais là, c'est pas une blagounette, parce que ça veut dire que il y a un jour de décalage entre la version officielle et la date qu'Olivier me donne. Bon, ça c'était le 9 février. Le 11 février, j'ai Daniel qui revient dans un message, qui parle à ses chers assassins. Alors, moi, je n'ai pas tout le message là en tête, mais enfin, il y a beaucoup d'ironie dans ce message, puisqu'il dit qui sème le vent récolte la tempête, et là, il a arrêté dans la communication du désert. Il dit aux gens qui l'ont liquidé que de toute façon sa mort devait se produire dans les mois suivants, qu'il allait être victime d'un accident d'automobile, que son rappel était prévu assez rapidement. Il est mort à 33 ans, le rappel. Hein. Voilà, donc il dit aussi, je suis désolé, mais votre stratégie n'aura servi à rien, si ce n'est de vous retrouver pour certains bientôt et pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas, face au tribunal de votre âme et de votre conscience. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, notre tribunal, c'est notre âme et notre conscience. Bon, donc ce message-là m'a quand même sacrément aussi ébranlé. Et puis après, le 19 février, donc toi en février, ça s'enchaîne vraiment vite, Olivier, mon fils Olivier, dresse un portrait robot du saboteur. Lequel saboteur est celui qui était dans l'émission de télé de début janvier. Okay. Ah oui. Oui. C'est un homme charmant, lui donnera le bon Dieu sans confession. C'est le dernier de tous les suspects possibles qui pourraient être accusés, souvent ça d'ailleurs. Il a trahi pour une piètre ambition, pour une somme d'argent, un petit pouvoir, etc. Donc, il a été bien naïf de croire en certains prophètes du pouvoir. Donc, tous ces messages, évidemment, tout le détail est dans mon livre, Daniel Balavoine, Meurtre déguisé. Voilà, et je tiens à dire au passage que les droits d'auteur de ce livre vont à une association, pas l'association Daniel Balavoine, puisqu'elle les a refusés, à une association humanitaire rouennaise qui travaille avec le Burkina Faso. C'est ce que Daniel aurait voulu, je pense, oui. Ces droits d'auteur sont directement versés de mon éditrice à l'association, ça ne transite pas par moi. Alors Claire Balavoine, on peut le dire au passage, Claire Balavoine, qui est la présidente de l'association Daniel Balavoine, a refusé ses droits d'auteur puisque elle est absolument pas d'accord avec ma démarche. De toute façon, elle n'a sans doute pas le droit d'être d'accord. Qu'à cela ne tienne. De toute façon, elle n'aurait sans doute pas le droit d'être d'accord non plus en tant qu'association, de toute façon. Enfin, voilà, petite parenthèse. Voilà, donc encore que l'argent n'allait pas dans sa poche, elle allait pour des gens dans la pauvreté, bon, enfin bref.
Peu importe. Peu importe, ça va ailleurs. Donc après, j'ai avancé, évidemment, j'ai médiatisé déjà cette affaire sur Internet grâce à Olivier de Rouvroy, d'ailleurs, qui est décédé aujourd'hui, qui avait un gros site Internet, les Portes de l'Ère Nouvelle. Hein. Il a publié énormément de choses, Olivier de Rouvroy, que je salue au passage et que je remercie encore. Et donc voilà. Et après, si tu veux, le temps a passé parce qu'on arrive quand même au 12 juin 2008 après. Hein. Et là, le 12 juin 2008, Olivier me dit quoi? Il me dit une charge explosive a été posée. Ah, j'ai dit bon, l'appareil il s'est plus accidenté. Et maintenant, il y a une charge. Une charge est posée sur l'axe du rotor de queue, mais qui n'a pas fonctionné correctement. Donc l'hélicoptère est tombé, enfin il a atterri et ils l'ont obligé à redécoller et ils l'ont mitraillé parce qu'il y avait toute une organisation du crime évidemment qui était là. Donc ils ont obligé l'hélico à redécoller et ils l'ont mitraillé. Et donc tout ça tu as en message. Hein. Alors, donc tout ça tu as en message, hein, Jean, on est bien d'accord. Hein. Ce sont des messages, voilà. Ah, ce sont des messages, oui. Alors moi les messages, si tu veux. Les messages sont intéressants, mais j'aime bien les confirmations de messages. Un message de l'au-delà en tant que tel, c'est un peu léger. Bon, sauf si on prend l'exemple, par exemple, de Chico Xavier, grand médium brésilien, qui, grâce à un témoignage d'outre-tombe, a sauvé un accusé. Un gars qui était accusé, c'est le journal Le Monde, hein, qui a publié cet article en 1990, effectivement, grâce au témoignage de la victime, son mari, qui était accusé de meurtre, a été accusé, alors pas grâce au message, grâce aux informations que la victime a données et que la police avait évidemment vérifiées, et à partir de là, le gars a été libéré. C'est bien ça que tu veux dire, c'est bien ça que tu veux préciser, qu'on peut préciser pour les auditeurs qui entendraient cette émission pour la première fois, c'est que Jean s'est basé effectivement sur des messages via Olivier, via son fils, mais surtout, après ça a été vérifié, parce que tu as rencontré plusieurs personnes. Voilà, et qui sont même venus à moi sans aller les chercher. Hein. Bon, par exemple, bon, on en était au mitraillage de l'appareil. Alors, mitraillage de l'appareil, alors, j'ai eu différents témoins qui m'ont dit avoir vu l'appareil criblé de balles. Entre autres, quelqu'un qui travaillait à l'aéroport Charles de Gaulle. Parce que après le crash en question, l'hélico est rentré en France. Il est parti aux ateliers de Marseille et Marignane, là où l'aérospatiale fabrique toujours, ça s'appelle plus aérospatiale, c'est Airbus maintenant, les hélicoptères. Donc il a transité par l'aéroport Charles de Gaulle et la carcasse, en tout cas ce qu'il en restait. Et il est rentré aux ateliers. Donc, le gars, lui, qui bossait à l'aéroport Charles de Gaulle, a vu cet hélico criblé de balles. Des gens de l'aérospatiale qui travaillent, il suffirait de faire une enquête chez les anciens là-bas de l'aérospatiale. Il y en a plein qui le savent. Il y en a plein qui l'ont vu. Mais évidemment, personne ne parle parce qu'on leur a dit de fermer leur gueule. Et donc, alors, un témoignage intéressant, c'est après mon émission chez Patrick Méta TV en février 2016, parce que j'ai lancé un appel à témoins qu'on peut relancer encore aujourd'hui. Là, j'ai eu un mail d'une dame qui s'appelle Maïté, il n'y a pas de mystère sur son prénom, qui m'a écrit en me disant de 1992 à 1994, je travaillais sur le site fret aérien de Mérignac. Et j'avais pour client, entre autres, l'aérospatiale de Mérignac. Et un beau jour, un employé de cette société chargé de transmettre les docs de transport aérien est arrivé dans mon bureau en me disant « L'hélico dans lequel Daniel Balavoine est mort vient d'arriver, il est criblé de balles, mais surtout n'en parle à personne, je n'ai pas le droit de le dire. La direction nous a tous réunis pour nous demander de la fermer. » Bon, donc là, des enquêteurs qui voudraient vraiment se pencher sur la question officiellement, ne mettrait pas longtemps pour retrouver le directeur de l'époque. 92-94, c'est quand même pas si vieux, peut-être qu'il l'est toujours d'ailleurs. Ne mettrait pas longtemps pour retrouver les employés aussi.
de l'aérospatiale de Mérignac, de façon à leur demander si effectivement ils ont bien vu et si l'autre il a bien dit au personnel de fermer sa gueule. Donc, est-ce que l'hélico est arrivé criblé de balles? Ben là, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas photo, quoi. Hein. Donc, l'hélico criblé de balles, voilà, ça, ce sont des témoignages qui viennent confirmer les messages. Alors, l'hélico criblé de balles, évidemment, c'est pas celui qu'on nous a montré en photo. Hein, parce qu'il y a des photos d'épave, mais il n'est pas criblé de balles, celui qu'on voit en épave, là. Hein. Il y a 2 hélicoptères du même modèle. Hein. Ouais. Voilà. Ça n'a rien à voir. Il y a 2 hélicoptères. Donc, on va y arriver tout à l'heure. Alors, la question qui se pose sérieusement, c'est encore cette date du 13 janvier. Parce que moi, ça m'a quand même turlupiné un bon moment, cette affaire-là. Et donc, j'ai dit, bon sang, ça me paraît difficile, quoi. Hein. Bon, en tout cas, le 13 janvier ou le 14 janvier, dans une émission, les 25 ans de Starmania, samedi 29 janvier 2005, alors là, clairement, très clairement, hein, d'ailleurs, je t'ai fait passer le lien, je crois, très clairement, la présentatrice, émission de Daniela Lambroso, la présentatrice dit très clairement, c'est là, dans la nuit du 13 janvier, en parlant de Daniel Balavoine, qu'il est victime d'un accident d'hélicoptère. Ah, oui. C'est là, dans la nuit du 13 janvier, qu'il est victime d'un accident d'hélicoptère. À 19h. Et non, pas le 14 à 19h. Donc j'ai contacté l'émission, j'en ai rien obtenu. Hein. J'ai eu la secrétaire de Daniela Lambroso, mais bon, rien du tout. Donc j'ai rien eu, parce que c'est aberrant, si tu veux, de sortir une information comme ça dans une émission aussi importante, parce que nulle part, on ne parle du 13 janvier c'est dans la nuit. C'est là qui a déclenché tout finalement. Hein. Ah ben complètement, elle vient confirmer la date du 13. Alors, autre témoin qui nous confirme la date du 13, c'est Marc Pécou, qui était diplomate en poste à l'ambassade de France en Mauritanie, qui nous dit dans l'émission de décembre 2005 chez Jean-Claude Carton qu'il a été réveillé en pleine nuit, qu'on lui a demandé s'il connaissait un hôpital pour accueillir des blessés, et qu'il a prescrit l'hôpital de Nouakchott, puisqu'on lui a dit qu'on n'arrivait pas à joindre les services de Dakar. Donc, lui, il est catégorique. Hein. Il s'agit absolument pas de la nuit du 14 janvier, puisque lui, il nous parle d'une nuit de week-end. Puisque ça pouvait être donc un samedi ou un dimanche. Mais j'ai pas de calendrier pour vérifier. Ce serait plutôt un lundi, hein, si c'était un 13. Hein. Ah ben alors, donc non, ça peut pas coller. Pourquoi? Ben parce que moi j'étais en week-end également. C'était bien un week-end. C'était bien. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr que c'était pas un lundi? Allô? Vous êtes sûr que c'était pas un lundi? Ah non, j'en suis sûr maintenant. Parce que j'avais un programme très précis. D'autant plus que vous m'avez fait remarquer que vous trouviez bizarre qu'on m'ait appelé vers 20h. Oui, par rapport à la nuit tombée. Oui, eh bien, moi ça ne me paraît pas du tout bizarre, parce que on m'a pas appelé à 20h, on m'a appelé dans la nuit, je dormais. Ah, on vous a appelé dans la nuit? Eh oui, je dormais. D'accord. J'ai été réveillé, ça m'avait même mis de mauvaise humeur, je me dis, bon, enfin, qui est-ce qui se permet je pensais même à une farce, on me disait, mais enfin, il y a eu un accident d'hélicoptère dans le désert. Et moi, je leur avais dit, voyez les hôpitaux de Dakar, puisque ce sont les plus réputés dans la région. Oui, bien sûr, oui. Et malheureusement... Ce serait intéressant à vérifier. Par rapport à la date. Hein. Oui, c'est pour ça que je vous téléphonais. Parce que moi, ça ne peut être qu'un samedi ou un dimanche. Alors, il nous dit ça ne peut s'être passé qu'un samedi ou un dimanche. Donc, sauf qu'on a quand même regardé et que le lundi 13 janvier de 1986, c'est le Nouvel An berbère en Mauritanie. Alors, est-ce que le Nouvel An berbère était considéré comme un jour férié, jour de repos? Parce que Marc Pécou, qui a appelé 2 fois dans la nuit,
nous disait je voyais des gens partir à la plage. Donc c'était pas dans la semaine. Il dit c'était un week-end. Il était catégorique, c'était un week-end. Donc forcément, peut-être que le lundi, il y a des gens qui allaient à la plage. Le lundi 13 janvier était une journée de repos sur le Dakar. Donc ça, on a déjà 2 confirmations que ça s'est pas passé le 14. Malgré la version officielle, évidemment, et on a une troisième, on a un troisième, témoignage. C'est Patrick Chen qui nous montre dans une émission qui nous montre le carnet de bord. Alors le carnet de bord qui est sorti des débris de l'appareil. Il est tout neuf, le carnet de bord. Il est tout neuf. Alors, il ouvre la page du carnet de bord, il le montre avec Patrick Fourtic et il nous montre que l'appareil, le carnet de bord de l'appareil, le carnet de route de l'appareil, est rempli jusqu'au 12 janvier, il le dit. Voilà. Alors, lui, il dit, voilà, ici, ça le 12 janvier. Donc, le 12 janvier, le carnet de bord, effectivement, on voit très nettement qu'il est rempli jusqu'au 12 janvier et pas après. Or, l'hélicoptère a volé le 13. Ça, on a des témoins qui l'ont vu. Il a volé forcément le 14 puisque l'accident est censé s'être reproduit le 14 au soir. Donc François-Xavier Dagnou, j'ai eu son père au téléphone. C'est un pilote très sérieux, très méticuleux. Donc il est certain que ce gars-là ne laissait pas des jours de carnet de bord non remplis. Il les remplissait au moins tous les soirs, voire le matin au départ. Donc on a 3 confirmations qui nous disent que effectivement ça s'est passé le 13. Le carnet de bord est rempli jusqu'au 12. Daniela Lambroso nous dit dans la nuit du 13 janvier et le diplomate Marc Pécou nous dit qu'il était réveillé en pleine nuit et que c'était une nuit de week-end. Comme des témoignages assez importants, pour le coup. Oui. Ce sont des témoignages qui sont quand même très importants. Donc dans un message, Olivier me dit que Merpécou était que l'accident en fait s'est produit environ vers minuit, vers 23 heures, et en fait Merpécou était réveillé vers minuit. Alors après, il faut reconstituer, si tu veux, la journée du 13 janvier. Journée du 13 janvier, c'est une journée de repos à l'hôtel Gaoué. C'est un lundi. Là, j'ai téléphoné, j'ai eu 2 personnes au téléphone. J'ai Jean-Marie Da Silva, donc il y a aussi Gérard Mérigot, ancien directeur des sports d'Antenne 2, qui nous dit on a une bonne quinzaine le soir. Enfin bon, ils font une petite fête, une bonne quinzaine, normale. Voilà. Et voilà, ils sont partis vers 22h. Donc un message nous dit qu'ils sont partis vers 22h, et on a des témoins qui le disent également. Jean-Marie Da Silva nous dit la chose suivante, enfin je l'ai eu au téléphone. Je me souviens très bien de cette soirée. Il est venu avec son petit hélicoptère qu'il a même posé sur le parking. Ils étaient 2 ou 3 dans l'hélicoptère. Ils sont partis un peu tard. J'ai souvenance effectivement de ce départ. À l'hôtel, on nous annonçait son décès, son crash. Je ne sais pas qui a pris les commandes. Il y avait des journalistes à l'hôtel qui nous ont donné cette information, voilà, etc. Bref, Daniel Balavoine devait dormir à l'hôtel Yahweh cette nuit-là. Il est monté dans sa chambre, il a pris son sac, il devait dormir avec quelqu'un d'ailleurs qui s'occupait des Paris du Cœur, Paris-Dakar, Paris du Cœur, l'opération montée avec Thierry Sabine, puisqu'il n'était pas concurrent cette année-là, Daniel Balavoine. C'était allé en Afrique pour les Fontaines, voilà. Voilà, c'est ça, il était allé en Afrique pour amener les pompes à eau. Alors, ce gars nous dit, il est venu effectivement vers 22h chercher son sac, il a dit je dors pas ici, je suis parti. Bon, il est parti, il l'a pas revu. Il l'a pas revu, Il l'a pas revu, il a appris le lendemain en prenant son petit déjeuner qu'il était mort, dans la nuit. Bon, donc, alors une autre dame également que j'ai au téléphone, c'est la première que j'ai au téléphone, de l'hôtel Yahweh. Donc je lui raconte un peu l'histoire, elle me dit, mais c'est pas à la suite de ça que Thierry est décédé au biais? Je lui dis oui, sans rien savoir. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle raconte, le biais, les biais, c'est quoi les biais? Alors j'ai regardé un peu, effectivement, il y a pas mal de canaux parallèles navigables dans la traversée de Niamey et même en amont, en aval et en amont, qu'on appelle des biais. D'ailleurs, à Niamey, il y a une zone au nord de Niamey, nord-ouest, qu'on appelle le biais. En fait, l'hélico s'est crashé
l'hélico du 13 au soir s'est craché à 30 km au nord-ouest de Niamey, dans cette zone qu'on appelle le Biais. Alors, forcément, alors, il y a eu un sabotage de cet hélicoptère au moment du repas du 13 au soir. Donc, ils ont posé un explosif sur l'axe du rotor de queue. Bon, l'explosif n'a pas dû entamer totalement l'axe, hein. L'hélico, a pu se poser, il a pu redécoller. Donc, forcément, il y avait toute une organisation du crime qui suivait ça. Manifestement, il y avait des gens du Dakar également. Alors, où est-ce qu'ils allaient au bivouac ou je sais pas ce qu'ils allaient faire. En tout cas, ils ont obligé l'appareil à redécoller, ils l'ont mitraillé. Alors, il y a eu une transaction insupportable cette nuit-là entre les gens qui ont tout vu et qui auraient parlé et ceux qui les ont menacés de ne pas le faire. Hein, d'ailleurs, un message d'Olivier me dit, en cette nuit d'horreur, le diable épousa la vertu. Eh ben oui. Certes, ce ne suis pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison et surtout d'intérêt financier, aussi éloignés l'un de l'autre que le ciel, la terre et le ciel. Donc ça veut dire que comme les gens en plus ne voulaient pas voir leur Dakar disparaître, je pense que tous ceux qui sont au courant ou qui ont été au courant ou qui se sont précipités sur les lieux ou qui ont eu connaissance de l'info, on leur a fait comprendre qu'il y avait plutôt intérêt à fermer leur gueule. Soit en les menaçant, soit en les payant, soit les deux. Alors, la question qu'on se pose encore aujourd'hui, qui a téléphoné aux diplomates? Alors, qui a téléphoné aux diplomates? On n'en sait rien, on ne va pas être catégorique. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y avait Bernard Giroux, qui lui est mort 18 mois plus tard dans un accident d'offshore avec Didier Pironi et Gaillard. Didier Giroux, ça on le sait de la part d'un concurrent, parlait beaucoup. Quand on dit de quelqu'un qui parle beaucoup, souvent on sait ce que ça veut dire. Hein, tu parles beaucoup trop. Et Daniel qui avait déjà passé la langue dans sa bouche en donc, plus. Voilà, pas la langue dans sa poche. Donc, est-ce que c'est Bernard Giroux, ancien chroniqueur d'ailleurs dans la Formule 1, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, et il commentait les courses de Formule 1. Est-ce que c'est Bernard Giroux qui a téléphoné aux diplomates dans la nuit? On n'en sait rien. Bon, est-ce que son accident d'offshore est lié au fait qu'il ramenait un peu trop sa gueule et qu'il aurait pu parler? Je n'en sais rien. Moi, j'ai eu son père au téléphone de Bernard Giroux. Il habite en Bourgogne, hein. Monsieur très sympathique, monsieur Giroux. Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, bon, est-ce que vous avez eu écho de quoi que ce soit que votre fils aurait connu ou découvert? Il me dit non, j'en ai jamais entendu parler, même quand il réunissait des amis journalistes. On n'en a jamais entendu parler. Bon, on n'en sait rien, ce sont des hypothèses. Bon, toujours est-il que si on a un hélico criblé de balles qui est craché le 13 au soir et un autre, l'officiel, qu'on nous montre le 14 au soir, on a deux hélicoptères. Et pas des moindres, puisqu'il y a deux numéros de série bien distincts, c'est ça, hein? Voilà, alors on a deux hélicoptères, effectivement, on a une épave où il y a une activité autour, effectivement, de l'hélicoptère. On a une autre photo d'épave, la même quasiment photo, où là il n'y a personne autour, et en scrutant bien le numéro de série, et on voit que les numéros de série sont différents. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui correspond. Alors après, histoire d'empennage, mais les empennages, bon, c'est vrai que comme on n'a pas mis exactement l'hélicoptère en position, il faudrait modéliser l'hélicoptère de Sabine en ville pour voir en vol, pour voir s'il s'agit bien de la même longueur de béquille de queue. On n'a pas réussi à le faire totalement, il faudrait modéliser la photo pour remettre tout ça en place. Bon, en tout cas, il est possible qu'il y ait un problème avec la béquille de queue, et il est même à peu près certain qu'il y a un problème avec le numéro de série. Ça veut dire que le numéro de série de l'appareil de Sabine, il y a une différence entre les deux photos de crash au sol, dont l'une est prise au matin de bonne heure, parce qu'il n'y a aucune activité autour, et puis une autre qui est prise où il y a une activité autour. Et là, effectivement, on a l'impression, on a le sentiment d'ailleurs, que c'est pas du tout le même numéro de série et qu'il y a même un décalage dans le chiffrage. Comme tu as dû le voir dans les photos que je t'ai envoyées.
Voilà, donc ça, tu peux le voir. Donc ça veut dire qu'on a deux numéros de série. Alors, numéro de série de l'hélicoptère Sabine 1689, donc ça, c'est bien celui qui a été mitraillé le 13 au soir, dont personne n'a jamais rien vu, évidemment. Il a été caché, ce truc-là. Enfin, il y en a qui l'ont vu, parce qu'il y en a qui l'ont vu mitraillé. Et puis l'autre évidemment, qui serait le 1453 ou 1451, mais je pense que c'est plutôt le 1453 parce que le 1453 était présent sur le Dakar en 86 et il était dédié aux images. Donc ils auraient manifestement resimuler un crash bidon pour faire croire à l'accident, donc le 14 au soir, pour justifier de la mort des 5 personnes. Alors, voilà, donc après, moi j'ai regardé au niveau du registre de la DGAC, hein, donc il y avait vraiment que 3 hélicoptères qui correspondaient à S350B1 Écureuil, qui correspondent au numéro donc 1451 pour l'un, 1453 pour l'autre. Voilà, donc en sachant que l'aérospatiale récupérait aussi les plaques des appareils crashés pour reconstituer de nouveaux appareils, qui est une pratique à mon avis pas très catholique. Déjà, j'en avais parlé au directeur, au chef de bureau des immatriculations à la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, qui m'avait dit c'est pas possible. J'ai dit monsieur, écoutez, c'est possible puisque je connais quelqu'un à Lyonnais qui a acheté un appareil reconstitué avec la même plaque. Il l'a même craché, il vous a rendu la plaque, vous en avez, et l'aérospatiale, il a rendu la plaque aérospatiale qui en a fabriqué un autre. Avec la même plaque. Donc ça veut dire un numéro de série qui se poursuit. Donc c'est la traçabilité en fait. Tu vois, donc voilà, donc c'est effectivement très troublant. Alors après, moi je suis parti à la chasse au rapport d'accident. Donc rapport d'accident, je l'ai obtenu directement du Mali, puisque l'aérospatiale ni le BEA à Paris n'ont été capables de le sortir. Le BEA m'a dit le dossier est vide. Incroyable, hein, le dossier est vide. Donc j'ai dit mais il est où le rapport d'accident? Donc forcément ils ont fait des recherches, même par le biais du Quai d'Orsay. Et puis en définitive ils n'ont rien obtenu du tout. Donc un jour j'ai dit à mon interlocuteur du BEA, vous pouvez me donner le numéro de téléphone du directeur, de votre interlocuteur au Mali? Il m'a dit oui. Donc j'ai appelé directement ce monsieur, très sympathique. 15 jours après, j'avais le rapport d'accident en pièces jointes avec un mail et j'ai voulu l'envoyer donc aux gens de l'aérospatiale parce que quand je leur ai dit j'ai le rapport d'accident, donc la dame que j'avais au téléphone, elle me dit mais c'est le monde à l'envers. Je dis à qui le dites-vous? Je dis vous mettez des mois pour ne rien avoir et moi en 15 jours j'ai le rapport d'accident. Et pouvez-vous nous l'envoyer? Je dis attendez, pas si vite. Je demande à monsieur, au directeur là, de la sécurité aérienne du Mali, qui m'a dit oui, pas de problème pour envoyer le rapport aux collègues du BEA. Puis il me disait bonjour Jean, enfin comme si c'était toujours connu. Tu croiras si tu voudras, mais le rapport d'accident, il n'est jamais parti chez ces gens-là. Hein. Il n'a jamais voulu partir, il a toujours un bug sur l'ordinateur. Non, je l'ai envoyé à des amis, parce que j'ai des amis qui m'accompagnent dans cette démarche depuis le début quasiment, mais qui m'ont apporté beaucoup, qui ont collecté, qui sont toujours sur la brèche, hein, et qui ont eu ce rapport d'accident sans problème en pièces jointes. Hein, c'est pas une pièce très lourde, mais eux, le BEA, j'ai essayé plusieurs fois, il n'est jamais parti. Donc j'ai compris que l'au-delà barrait. Autant tu as été guidé pour trouver des gens ou des gens qui sont venus vers toi, autant tu es aussi barré de l'autre côté, et ça on en reparlera aussi à la fin parce que c'est important, cette notion effectivement de... voilà, l'au-delà peut effectivement interférer avec le réel, enfin avec notre réel en tout cas. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Hein. C'est une parenthèse importante, hein. Et ça, il faut savoir que là on parle de cette affaire, mais ça peut arriver dans notre vie évidemment, hein. Ça peut aussi arriver dans notre vie. Donc, s'agissant des témoins de ce crash, alors évidemment, des témoins du crash du 13, il y en a, sauf qu'il n'y en a aucun qui parlera. Par contre, nous avons des témoins du crash du 14, bien sûr.
Alors, témoin du crash du 14 qui se s'est produit, comme tu l'as dit, vers 19h15. La nuit n'était pas tombée, donc il y avait soi-disant une tempête de sable et une dune de 30 mètres. Alors, tout ça, c'est faux. Alors, ça, c'est faux. Alors, ça, c'est faux parce que c'est pas l'au-delà qui le dit. C'est des témoins qui le disent. Que non, les témoins du crash. Il n'y avait pas de tempête de sable, absolument pas. Et on était sur un désert plat. Rien à voir avec la version officielle qui est celle-là. Donc, alors, témoins du crash. Alors, les deux témoins du crash qu'on a vus, enfin deux, on en a surtout vu un d'ailleurs, Charles Belvez dans les émissions Un jour un destin et Dernier jour d'une icône, de Daniel Balavoine, donc qui lui dit nous on rentrait au bivouac, hein, ils étaient à 8 km de Gourmara-House, que l'étape c'était Niamey-Gourmara-House, donc il était à 8 km, donc il était avec un coéquipier Jackie Giraud, et donc ils ont vu cet hélico passer à très grande vitesse au-dessus de leur 4x4 et se cracher, comme il le dit, à 20-50 mètres. À grande vitesse. Alors, grande vitesse, le rapport d'accident que j'ai quand même épluché, qu'un ami pilote a également épluché plus que moi, pilote d'hélicoptère, nous dit quand même que l'hélicoptère a touché le sol en piqué à 200-220 km/h. Non, à 10 mètres du point d'impact. Donc, à 10 mètres du point d'impact, les portières et l'habillage de l'appareil se détachent. C'est-à-dire, c'est comme si dans ta voiture, tu es sur le plateau, tu n'as plus de portière ni de toit. Hein. Tu roules sur les 4 roues. Hein. Bon, alors après, l'hélico se renverse, l'hélico se retourne, il heurte un arbre et il finit sa course 150 mètres plus loin. Donc, un crash terrible de 150 mètres de long, donc cet hélico a survolé effectivement ce 4x4 et s'est crashé à 20-50 mètres. Mais miraculeusement, ces gens-là n'ont eu aucun dégât sur eux. Hein. C'est quand même bizarre aussi. Hein. Bon, en tout cas, ces deux-là, Jackie Giraud et Belvez, à qui j'ai écrit, qui m'a jamais répondu, d'ailleurs, n'ont pas déjà le même témoignage. Ils n'ont pas le même témoignage, ces deux-là. Donc, il y en a un qui te dit, ça sent le kérosène, on n'y va pas, on n'a rien pour sauver qui que ce soit. Ça, c'est Belvez. Et donc, on rentre au bivouac. Et l'autre, Giraud, qui a témoigné récemment, parce que j'ai jamais entendu parler de lui, il a témoigné dans une émission de Jean-Luc Croix en janvier 2015, où lui, il dit, on s'arrête, on voit les corps, ils sont tous morts. Et il rentre au bivouac en disant, ils sont tous morts. Alors, déjà, première contradiction entre eux, puis il n'y a pas que ça, mais enfin, il dit, Giraud, on est sur un désert assez plat, pas de vent de sable. Charles Belvez n'évoque jamais de vent de sable ni de dune. Alors, ni de tempête. Alors ça a été dit, non, jamais. à l'époque, dans tous les journaux télévisés. Absolument. Alors là, les auditeurs vont être contents avec l'info que je vais donner, supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Belvez et Giraud? Ils disent, on rentre au bivouac distant de 8 km, 20 minutes pour aller au bivouac. Sauf que donc on donne l'alerte, etc. Des gens ne nous croient pas. Bref, finalement, on nous croit quand même. C'est Bernard Giraud qui nous croit. Donc on revient avec le 4x4 Mercedes d'Europe 1 avec Gérard Joigny que j'ai au téléphone pour constater les dégâts. Donc ils arrivent sur les lieux du crash. Qu'est-ce qu'ils trouvent autour de la carcasse principale? Donc en bout de course, en bout de crash. Qu'est-ce qu'ils trouvent en bout de crash? Donc 5 corps. 4 corps en arc de cercle autour de l'hélicoptère et un peu à l'écart, c'est le pilote. Mais Gérard Joigny dit ils sont intacts. Personne n'a été découpé par le rotor comme certains l'ont dit. Excuse-moi, mais si tu questionnes des pompiers ou n'importe qui va sur des accidents, à 200-220 km/h dans un appareil hyper léger qui s'appelle un écureuil, qui touche le sol en piqué à 220 km/h, ça éclate, ça explose, c'est de la charpie. Et eux, ils retrouvent, quasiment 150 mètres plus loin du point d'impact, des corps intacts autour de l'appareil. Alors attends, déjà deux versions, entre ceux qui disent qu'ils ont été découpés en morceaux et d'autres qui disent que pas du tout. Mais alors, témoignage intéressant là. C'est la mère du pilote.
qui nous dit, dans un extrait, témoignage, une interview au journal suisse L'Illustré, genre Paris Match français. J'ai eu au téléphone la journaliste qui l'a interviewé. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans cet extrait, dans cet article? Alors, je vais à l'essentiel. Donc, c'est janvier 2011, on n'en avait jamais entendu parler avant, à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de son fils. Donc, elle est interviewée, Albina Dubois-Rouvray. Elle nous dit la chose suivante. Un concurrent a assisté au crash, il a constaté le désastre et poursuivi sa course. S'indigne Albina Dubois-Rouvray. 20 minutes après, il était à Gourma, prétendument en état de choc. Il a attendu 3 heures avant de donner l'alerte. Peut-être que s'il avait réagi plus vite, quelqu'un aurait pu être sauvé. Je suis allé le voir et j'ai hésité à porter plainte contre lui pour non-assistance à personne en danger. Pour l'exemple, mes proches m'en ont dissuadé. Alors, d'un côté, on a deux individus qui disent, on a vu le crash, hein, l'hélico est passé au-dessus de notre voiture, on est rentré à Gourma-House, on n'avait plus rien pour sauver qui que ce soit, on donne l'alerte et les gens reviennent, et elle nous dit 3 heures parce qu'il était en état de choc. C'est insensé. Mais de qui parle-t-elle? Exactement. Alors ça, je ne sais pas. La journaliste n'a pas voulu me le dire, ou ne le savait pas, ou le savait, elle n'a pas voulu me le dire. En tout cas, ce témoignage d'Albina Dubois-Rouvray, qui est quand même très important, dans cet extrait du journal Illustré, elle ne le renouvelle pas dans son témoignage du livre de Claire Balavoine de 2015, parce que Claire Balavoine a écrit un livre photo, livre hommage, en 2015, dans lequel Albina Dubois-Rouvray s'exprime, mais elle ne parle plus de ça du tout. Ouais, donc on efface, on met encore, de toute façon, encore une chape de plomb sur ce qui a été dit ou sur ce qui pourrait être dit. Ah voilà, elle dit plus ça. Elle dit plus ça, sauf qu'elle l'a dit. C'est trop tard, ça c'est enregistré en plus. Voilà. Elle l'a dit, elle voulait porter plainte. Alors d'un côté, voilà une femme qui nous dit il a attendu 3 heures avant de donner l'alerte. Il était prostré dans sa chambre en plus. Alors là, encore un autre truc. Il était prostré dans sa chambre. Dans sa chambre, mais dans un bivouac, il n'y a pas de chambre. Dans un bivouac, on dort sous des tentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sa chambre? Oui, c'est ça. Ah ben voilà. Donc là, il y a quand même plusieurs incohérences, gens qui... Allez, voilà, on l'a compris depuis le début de l'émission. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se contredisent. Comment est-ce qu'on pourrait encore penser au simple accident après tous ces témoignages, quoi? C'est fantastique. J'en suis ému, mais je suis vraiment à chaque fois abasourdi par ce que tu nous relèves là, parce que... Bah oui, alors déjà on a des incohérences dans ces témoins. Bon, Albina Dubois-Rouvray, c'est pareil, elle est allée là-bas au Mali, elle est allée là-bas à Bamako pour voir le corps de son fils à la morgue de Bamako. On lui a dit non, vous ne le verrez pas. Il y a soi-disant des piqûres de serpent, c'est pour ça qu'ils avaient redécollé après la version officielle. Des piqûres de serpent ou autre chose, parce que le diplomate nous dit quand même qu'on lui a demandé un hôpital pour accueillir des blessés. Et il y avait des blessés. Donc, d'après mes informations, 2 survivants. 2 survivants qui n'ont évidemment pas survécu. Et on les a liquidés, on les a tués. Donc, elle n'a pas vu le corps de son fils. Gérard Joigny, quand je l'ai eu au téléphone, c'est pareil. Donc, j'ai Gérard Joigny qui a retrouvé, donc avec Belvez et des autres, des corps intacts et non méconnaissables autour de l'appareil. Balavoine repose sur le dos, il dit. Il porte son diamant dans l'oreille gauche. Voilà, tout près se trouve Nathalie Audin dans la même position. Ils sont intacts. Personne n'a été découpé par le rotor comme certains l'ont dit. Quand je lui ai dit, monsieur Joigny, vous êtes pilote d'hélicoptère, vous.
L'hélico, il a touché le sol, il avait déjà pas le rapport d'accident, je lui ai envoyé. Il me dit la chose qui me trouble dans le rapport d'accident, c'est qu'on a emmené rapidement la planche de bord. Mais forcément, il y a toutes les infos dans la planche de bord. La planche de bord a été embarquée par les gens de l'aérospatiale. La planche de bord a été embarquée par les gens de l'aérospatiale. Les témoins n'ont pas été auditionnés. Enfin, c'était une enquête bâclée, complètement bâclée. Même le rapport d'accident officiel du 14 dit que le vent de sable était très, très, très faible. Il y avait pas de, que le vent était très faible. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de tempête de sable. Il n'y avait pas de tempête. Et il faisait encore jour. La nuit absolue, c'est 19h30. Donc, si le crash s'est produit à 19h15, il faisait encore jour. C'était pas de nuit, comme ils le disent. Donc, Gérard Joigny, quand je lui ai dit l'hélico est tombé à 220 km/h, je lui ai dit, mais monsieur, c'est de la charpie. Vous avez retrouvé des corps intacts au bout. Il me dit, oui, mais j'ai dit, vous êtes pilote d'hélico, vous réfléchissez un peu, là. J'ai dit, vous avez assisté à une mise en scène, monsieur. Exactement. Là, ça l'a troublé sérieusement. Ça l'a troublé sérieusement. J'ai voulu le rencontrer à Paris. Il n'a pas voulu. Non, il a dit, moi, je reste avec ma version. J'ai dit, oui, mais enfin, votre version, excusez-moi. Ouais. Elle est un peu légère, votre version. Sur d'autres sentiers, effectivement. Hein, c'est ça. Voilà. Je pense qu'il a absolument pas envie de s'aventurer. Non, il n'a pas du tout envie de s'aventurer, comme tu dis, sur d'autres sentiers. Donc, alors, au mois d'avril dernier, j'ai quand même un autre témoin, là, un gars qui était motard, sur le Dakar, que j'ai aussi eu au téléphone pendant à peu près 50 minutes. Donc, lui, c'est pareil, il est arrivé, il me dit, moi, avec ma moto, je suis arrivé au milieu de tout un tas de débris, là. Et je faisais du hors-piste, d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, j'arrive sur une grosse masse. Il a cru que c'était des bagnoles qui s'étaient télescopées. Et en définitive, il a compris que c'était la carcasse de l'hélicoptère. Donc, il me dit, il n'y avait absolument pas de vent. Le désert était plat, il n'y avait pas de vent. Il me dit, la nuit n'était pas tombée quand je suis arrivé, moi. Et la carcasse, c'était encore chaud. Voilà ce qu'il m'a dit, c'était encore chaud. Voilà, il m'a dit, c'était encore chaud. Donc, je lui dis, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, je suis descendu de ma moto, j'ai tourné, j'ai regardé un peu autour, et puis j'ai vu Balavoine, alors, sur le ventre. Il n'était pas sur le dos, il était sur le ventre. Marc Joanneau. Donc, à tomber de la nuit, il dit, j'arrive sur une espèce de plateau, je passe à un arbre, je commence à voir des débris, je vois une grosse carcasse, je m'arrête, je fais le tour, là j'ai vu Balavoine, il était sur le ventre. J'ai laissé ma moto éclairée au loin, j'ai vu des voitures de secours arriver, après je suis parti. Je n'ai pas vu les autres. Balavoine était intact sur le côté de l'hélico, la tête dans le sable. Quand je suis arrivé sur l'accident, ça ne soufflait pas, il n'y avait pas de tempête de sable. Mais d'arriver, ce qui est intéressant dans ce qu'il nous raconte, c'est qu'en fait, il a vu Balavoine qui était sur le ventre. Il n'a pas vu les autres corps. Gérard Joigny arrive un peu plus tard, 1 ou 2 heures ou 3 heures après, on n'en sait rien. Parce que quand je lui ai demandé à quelle heure il était revenu, il est incapable de me le dire. Tu te rends compte, les gens se rappellent même plus de l'heure à laquelle ils viennent sur un lieu d'accident. Ou alors ils veulent pas s'en souvenir, un des deux. Voilà, parce que je lui dis, mais vous êtes revenu à quelle heure? Il me dit, mais je m'en souviens pas. Et là, je lui ai parlé évidemment de la mère du pilote qui avait parlé des 3 heures. Alors là, lui, pour en venir à M. Joanneau, donc il dit, j'ai vu Balavoine, il était sur le ventre. Et il a vu des voitures arriver. Des voitures arriver qui lui ont dit, vas-y, on s'en occupe. Bon, on s'en occupe, évidemment. En fait, il est arrivé en pleine mise en scène, c'est-à-dire les corps du crash de la veille, c'était mal foutu, le crash de la veille raté, le crash raté de la veille, en fait, ils ont récupéré les corps. Qui effectivement, la veille, l'hélico, il n'est pas tombé de bien haut, donc il est tombé, bon, les corps étaient un peu gonflés au niveau des têtes, mais les corps avaient aucune raison d'être découpés. Donc ils ont replacé les corps, en fait, pour...
Bah, ils ont replacé des corps autour de la carcasse principale du crash du lendemain. Et lui, il est arrivé en pleine mise en scène. Donc les voitures avaient apporté les corps. C'était pas du tout des secours, attention. Hein. Donc ils ont déposé le corps de Balavoine, ils l'ont mis sur le ventre. Quand ils l'ont vu arriver avec sa moto, avec son phare, ils sont reculés. Ils sont partis. Ils ont dit laissons-le arriver, lui. Donc ils se sont repliés parce que tout ça, évidemment, lui, il l'a pas vu de loin. Et quand il est arrivé, ben là, ils sont revenus en disant on s'en occupe. Et c'est pour ça qu'il n'a vu qu'un corps. Sur le ventre, la tête dans le sable, alors que Gérard Joigny a vu Balavoine sur le dos, plus les autres corps. Avoir témoigné, parce que pour le coup... Ah ben, il est énorme son témoignage, donc ça veut dire quoi? S'il n'a pas vu les autres corps, parce qu'il m'a dit, moi j'ai cru que les autres corps étaient coincés dans la carcasse de l'hélicoptère. Ben, j'ai dit non, puisque M. Joigny est venu après vous, et voilà ce qu'il a découvert avec d'autres témoins, lui. Qui n'ont pas, comment est-ce que je vais dire, il y en a eu d'autres, hein, tu parlais de Coluche là au début, effectivement, bon, tout ça c'est pas officiel, mais il y a eu effectivement un super bouquin, je le mettrai en lien, je ne sais plus par qui, mais voilà. Le livre d'Antoine Casibolo. Je fais un rapide parallèle parce que des affaires comme ça, il y en a plein, encore de nos jours en fait, hein, toutes des mises en scène, on y reviendra sûrement dans d'autres émissions, mais ce que je veux dire c'est que pour le coup, ils ne se sont pas donnés à fond, hein, parce que là, du coup, il y a tellement de témoins finalement encore vivants, et heureusement pour eux d'ailleurs, qu'il y a quand même ces incohérences qui remontent, quoi. De toute façon, la vérité, un jour, on le sait, remontera à la surface. Et toi, ben, évidemment, vis-à-vis de ce qui t'est finalement arrivé avec ton fils, tout ça n'est pas un hasard, on est bien d'accord. Ah, pas du tout, non. D'ailleurs, j'en profite pour inviter tous ceux qui nous écoutent à la prochaine conférence de Bizanos. Tu mettras l'affichette en ligne. Conférence le vendredi 20 avril à 20h à Bizanos, à côté de Pau, à l'espace Daniel Balavoine, conférence gratuite. Hein, conférence gratuite, c'est moi qui l'organise. Là, j'ai tenu à ce que cette conférence soit gratuite, où là, ils auront tout le détail, tout le développé de l'enquête, avec les dernières informations, bien entendu. Et à l'espace Balavoine, donc ça c'est... ouais. Et c'est à l'espace Daniel Balavoine. Et le maire, comme par hasard, j'ai une amie sur la place là-bas. Le maire a quand même accepté, connaissant le thème, donc, de louer la salle. Le maire, hein, pour le coup, encore une fois, très très bien. Ben, je ne sais pas, ou alors obligé par l'au-delà à le faire. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, et pour le clin d'œil de l'histoire, quand on sait que l'espace Daniel Balavoine à Bizanos, la marraine de l'espace Balavoine s'appelle Claire Balavoine, la présidente de l'association qui refuse les droits d'auteur de mon livre et qui conteste évidemment la version que je développe, alors qu'elle a elle-même des informations. C'est quand même énorme tout ça, hein? Pour parler du corps. Là aussi, on a des messages. L'un de mon ami, d'une amie parisienne, qui a écrit aussi un livre sur Daniel Balavoine, qui nous dit, qui a reçu un message un jour en écriture automatique. Moi, elle m'a contacté en 2004, après avoir vu des extraits sur Internet. Et donc, elle a fait de l'écriture automatique. Elle a reçu quelques bribes, hein, parce que c'est pas facile de recevoir des messages en écriture automatique de la part des personnes très élevées, ou alors c'est de l'écriture inspirée, où il lui dit que le tombeau est vide et que son corps est ailleurs. Bon, moi-même, je reçois un message qui confirme ça, en disant Daniel Balavoine, son corps est au Mali, ça faisait en fait partie de ses dernières volontés. Bon, ça, ce sont des messages de l'au-delà. Sauf que quelques temps après, il y a un porteur de cercueil avec lequel je suis en contact, grâce encore à une autre personne du Sud-Ouest, qui me dit que le cercueil était très léger, qu'il n'y avait pas de poids, voilà exactement ce qu'il m'a dit, il n'y avait pas de poids, et quand il est descendu dans le caveau,
et que les collègues lui ont incliné le cercueil, il a entendu du sable couler dans ce cercueil. Quand il dit qu'il n'y avait pas de poids, ça veut dire que Daniel Balavoine pesait, on va dire sans se tromper, à peu près 75 kilos. Bon, et lui, il dit, nous on a quand même l'habitude de porter des cercueils. Eh bien, ce cercueil-là était très léger, il n'y avait pas de poids. Donc Daniel Balavoine a quand même été vu intact. Par au moins 2 témoins, ça, énorme, voire plus. Ce que tu dis là, parce que ça voudrait dire que si on voulait éventuellement aller plus loin, on pourrait demander... Ah ben ça, j'ai bon espoir que la famille Balavoine, je suis quand même contacté des membres de la famille Balavoine, fasse cette démarche, au moins ses enfants. Et démarche d'exhumation du cercueil. Parce que là, si on exhume le cercueil, c'est pas moi qui vais faire la demande, c'est la famille qui doit se redresser. Si on exhume effectivement ce cercueil, et que ce cercueil, comme nous disent les messages de l'au-delà, est confirmé par ce porteur de cercueil, graveur sur marbre à Biarritz, qui a été interviewé, moi je l'ai eu au téléphone, mais il a été interviewé par 2 amis aussi, là-bas à Biarritz, nous dit qu'il n'y a pas que cet air léger et qu'il a entendu du sable couler. Si effectivement ce cercueil est vide, ça va être énorme. Ouais, donc c'est pas près d'arriver, je pense. De toute façon. Ah, mais ça dépend de la famille. Ça dépend de la famille, donc on verra bien. Bon, après, on peut parler du mobile en 2 minutes, rapidement. Hein, le mobile, parce que les gens doivent se poser quand même des questions. Pourquoi on a liquidé Balavoine? En fait, il y en a 2 qui étaient lisés, c'était Balavoine et Sabine. Hein. Alors, il faut savoir que Balavoine avait ramené sa gueule face à Mitterrand en 1980, lors d'un journal télévisé. Il a ramené de nouveau sa gueule dans l'émission 7 sur 7 du 23 octobre 83. Il disait, non, merde, les anciens combattants, tout ça c'est de la merde, les politiciens, tout ça c'est de la merde. Bon, Mitterrand avait voulu l'inviter dans ses meetings, il y est allé 1 fois ou 2, puis après il a laissé tomber. Donc 2e affront par rapport à Mitterrand. Ensuite, message qui nous dit, il a découvert un trafic d'armes. Il a découvert un trafic d'armes, c'est-à-dire que les convois du cœur ne transportaient pas que des pompes à eau. Bon, donc manifestement, on en profitait pour distribuer des armes un peu partout. Alors, est-ce que Sabine, qui était très copain avec Mano Dayak, un des chefs Touareg qui revendiquait un territoire pour les Touaregs, hein, au Mali, Niger, a reçu des armes par ce biais-là? Est-ce que, comment dire, Sabine était déjà impliquée dans ce trafic d'armes les Dakar précédents? Ça, c'est possible, parce que de toute façon, Sabine, il voulait arrêter le Dakar là-bas, hein. Il voulait déjà le délocaliser. Il avait dit que c'était son dernier Dakar. Qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Il sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait quand même rédigé son testament 1 mois avant le départ du Dakar. Son père c'est son père qui le dit, hein. Son père témoigne, il dit, il avait rédigé son testament, j'ai pas compris, il allait se marier quand même, hein. Et dans l'après-midi du 13, il a appelé son père, et son père le dit, hein, j'étais très mal après son coup de fil, je ne le sentais pas, j'étais très mal après son coup de fil. Donc, et je le sais d'une journaliste qu'une amie est allée interviewer, qu'il avait reçu un télégramme dans l'après-midi du 13 janvier. Et quand il a eu ce télégramme, c'est le journaliste qui l'a dit, il est parti en catastrophe. Sabine avait des menaces. Sabine, qui voulait arrêter, recevait des menaces, probablement des menaces de la cellule africaine de l'Élysée ou du plus hautes instances de la République, parce qu'il faut savoir qu'il y avait à l'époque une cellule africaine à l'Élysée qui était gérée par le fils Pasqua, qui est décédé comme son père, et un des fils Mitterrand. Fils Mitterrand, d'ailleurs, qui a été condamné pour l'histoire de ce trafic d'armes. Jean-Christophe Mitterrand. Donc, il y avait cette cellule africaine à l'Élysée. Donc, ces gens-là n'ont pas d'état d'âme, de toute façon. Quand il s'agit de vendre des armes, on en vend aussi bien
d'un côté que de l'autre. On n'a aucun état d'âme pour vendre aujourd'hui des armes aux terroristes, soi-disant musulmans. Tout ça, hein. c'est une création. Islamistes, Fois, hein. on est bien. On vend des armes de partout. Je veux dire, on n'a pas d'éthique, on n'a pas d'état d'âme. Alors, est-ce que Mano Dayak a bénéficié d'un trafic d'armes? Ça, c'est possible. Moi, j'ai eu des gens du Dakar au téléphone. Il y en a qui m'a dit, j'ai vu une valise d'argent liquide, quoi. Hein. Au départ de Paris, on lui a dit, tu gardes bien la valise en aluminium. Il y a tous les papiers des concurrents dedans. Sauf que je ne sais plus dans quel pays, il y a Sabine qui est montée dans l'avion, des transmissions pour récupérer la valise. Il l'a ouverte sous ses yeux, elle était remplie de billets de banque. Il l'a emmené à 2 voitures ministérielles qui étaient garées un peu plus loin. Il est revenu avec la valise vide. Donc, il y avait forcément de la magouille. Alors, il y avait forcément de la magouille, c'est évident. Donc, Daniel Balavoine ayant découvert tout ça, surtout ce trafic d'armes, là, surtout si c'était en plus, comme le disent certains médiums, un médium en particulier, avec l'argent destiné aux pompes à eau, tu te rends compte, ça veut dire qu'une partie de l'argent destiné aux pompes à eau était utilisée pour acheter des armes. Donc on amenait des pompes à eau, mais on amenait aussi des armes. Encore une fois, comme dans tout, hein, toute action positive est de toute façon toujours, comment ce que je veux dire, doublée de négatif. Alors quand je dis positif, c'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord, mais des grands organismes comme ça, il y a toujours finalement une couverture de quelque chose de pas très net. Et Daniel en plus qui était contre les armes, contre la guerre, finalement ça devait être complètement contradictoire par rapport à tout son idéal. Donc est-ce qu'il aurait éventuellement eu l'intention de tout balancer, et voilà. Donc voilà. Il allait tout balancer. Dès son retour en France, il allait tout balancer. Voilà, ils l'ont vu qu'il allait tout balancer. Ouais, donc il y avait urgence. Il fallait le faire taire, ce gars-là. Parce que de toute façon, il avait une grande gueule, hein, on le sait. Donc il allait forcément tout balancer parce que, comme tu disais, ça correspondait absolument pas avec son idéal. Ça a dû d'ailleurs le scandaliser incroyablement. On n'est plus à ça près. On peut liquider des personnes qui sont peut-être pas forcément impliquées directement. Les passagers qui étaient avec Daniel et Thierry, finalement, voilà, on n'en est pas trop. Voilà. Ah ben ça, ce sont bon. Thierry Sabine, il était concerné, ça à peu près sûr. Après tout ce que j'ai dit avant. Après les trois autres, c'est des dommages collatéraux. On n'en a rien à foutre. Bon, tu sais très bien qu'on est capable de faire tomber un Boeing avec 350 personnes à bord. On n'en fait qu'une. Retour jumelle, on n'a qu'à simplement faire ce parallèle-là et il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, donc les organisations du crime, de toute façon, tous ces gens-là, c'est quoi? Ce sont des Illuminati reptiliens, francs-maçons pour la plupart, qui n'ont aucun état d'âme, dire que ce sont des êtres froids. Donc ils en ont rien à foutre de tuer ou de faire tuer des centaines de personnes pour se débarrasser d'une seule. Ils vont commettre un attentat où il y aura 200-300 morts et on aura atteint la cible. Pour eux. Voilà. Les autres, on n'en a rien à foutre, ça compte pour rien les autres. Ça compte pour rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut œuvrer. Alors cette affaire en fait est une œuvre de vérité, c'est un assainissement du mensonge. C'est une affaire, lorsqu'elle éclatera, va en entraîner d'autres. Ça, c'est un message de mon fils Olivier. C'est une affaire qui a pour but, en fait, aussi de faire comprendre aux gens qu'ils auront tout intérêt. Alors, ceux qui sont concernés par cette affaire, mais également nous-mêmes, parce qu'on n'est pas exempt de fautes non plus, qu'on a tout intérêt, en fait, à avouer ses fautes avant de partir de l'autre côté. Parce que ce sera beaucoup plus léger pour nous si on avoue, si on se libère de ce poids, si on pardonne, si on demande pardon. Voilà, donc c'est ça en fait le but de l'histoire Balavoine. C'est pas de régler des comptes ou de faire condamner des gens. De toute façon, il y a prescription, donc ça n'aboutira jamais. Et puis moi, j'ai aucun désir de vengeance. D'ailleurs, je suis pas impliqué déjà. Vis-à-vis des gens qui ont commis ces actes-là. Au contraire, c'est une démarche d'amour
qui doit permettre de les aider à avouer leurs fautes, à parler, à se libérer de ce poids que de toute façon ils porteront après leur mort sur leur âme. Donc ils ont intérêt à s'en libérer maintenant. Bon, et puis Daniel Balavoine, lui, il a aucun, désir de vengeance, hein, pas du tout. D'ailleurs, moi je l'ai vu dans un songe l'autre jour, il est très souriant, hein, il n'a pas de problème. Hein. Il souhaite que cette affaire éclate parce que c'est une œuvre de salubrité. Voilà. Donc maintenant, il suggère aussi à un metteur en scène de faire un film sur le sujet. Mais il dit, je plaisante, bien sûr, pourtant il me serait agréable qu'un tel scénario voie le jour. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont prêts à faire un film, il y a un superbe film à faire. Hein. Soit un docu-fiction, soit un film avec des acteurs. Ce serait magnifique, magnifique dans le sens que, pour une fois, une affaire éclate au grand jour, parce que bon, c'est encore une fois, parmi tant d'autres, une affaire, hein, mais quand même qui a quand même beaucoup de conséquences sur le mensonge qui est établi de plus en plus sur la population. Hein, on parle de complot, etc. Mais oui, mais le complot, de toute façon, est envers le peuple et non pas le contraire. Hein. C'est pas les complotistes, ce sont des gens qui vont créer le complot et non pas des gens qui vont faire éclater la vérité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça n'a rien à voir. Donc, bref, ce que je voulais dire, c'est que je pense que cette affaire peut nous faire prendre conscience que l'au-delà peut nous aider également dans des affaires toutes personnelles, hein, éventuellement. Je pense que parmi les auditeurs, s'il y a des personnes qui ont vécu le décès de leur enfant, c'est malheureux, c'est bien naturellement malheureux. Mais je pense que si on peut faire éclater certaines vérités, peut-être pourquoi pas avec alors soit la TCI, soit par le pendule comme Jean, je pense que c'est important quand même. Oui, si on peut, mais il ne faut pas chercher à le faire. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais vous avez jamais questionné votre fils pour Coluche? Ben, je leur ai dit non, parce que de toute façon, moi, j'ai demandé une fois, j'ai dit, mais à propos pour Coluche, alors qu'en est-il pour Coluche? Et Olivier m'a toujours répondu, chaque chose en son temps. N'étant qu'une notion qui n'existe pas là-bas du tout, effectivement, si ça doit arriver. Est-ce que tu penses, Jean, que par l'affaire justement Balavoine, par toutes ces révélations qui sont, pour la plupart des gens encore impossibles, voire inconcevables, mais pourtant ô combien emplis de vérité, parce que on le sent dans les tripes si on se connecte un tout petit peu à tout ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait justement, pourquoi pas, ouvrir des portes par rapport à d'autres affaires? Ah mais c'est clair, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le message de mars 2008 d'Olivier qui me dit dès que l'affaire de Daniel Balavoine et de ses amis aura explosé, la réaction en chaîne dont je t'ai déjà parlé se produira à la suite et rien ne pourra l'interrompre. C'est comme les pétards d'une bande liés les uns aux autres qui éclateront tour à tour. Donc oui, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que cette affaire-là va permettre à d'autres affaires d'éclater aussi. Et Dieu sait s'il y en a un paquet. En tout cas, il y en a beaucoup. À travers ton fils, on peut presque dire ton guide, hein, carrément. Je pense, hein, en tout cas, je me le permets. Hein, c'est que finalement Daniel quelque part œuvre aussi de l'autre côté. Il continue ce combat. Hein, il voulait pas qu'on le nomme comme un héros, puisque dans sa chanson je ne suis pas un héros. Mais je pense que voilà, quelque part il œuvre à travers ton fils aussi, à travers tous ces messages, toutes ces personnes qui enfin ose parler, parce que et je pense qu'on peut encore faire un appel éventuellement à témoins. Effectivement, il y a des gens qui connaissent, qui savent des choses, mais qui n'osent pas parler ou qui ne témoigneront pas, de façon officielle. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, tout ça vient quand même renforcer tout ce que j'ai développé, c'est-à-dire que cet accident d'hélicoptère n'est pas aussi clair que tout ce qu'on a bien voulu nous dire ou nous faire croire. Hein, donc il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup d'incohérences, il y a des choses qui collent pas du tout.
Donc voilà, moi maintenant, faut pas qu'on vienne me dire non, mais tout est normal hein, dans la version. Non, tout n'est pas normal. Il y a beaucoup de choses anormales qui méritent qu'on s'y penche sérieusement et qui auraient mérité d'ailleurs, parce que cette enquête qui a quand même été lue dans mon livre par des policiers et des gendarmes est validée par eux-mêmes, hein, par des policiers et des gendarmes, y compris un ancien des services secrets de l'armée que j'ai d'ailleurs rencontré l'an dernier en septembre, début septembre, à la conférence de Biol, hein, sur l'affaire Balavoine. Donc des gens qui sont, comment dire, habilités et des professionnels de l'enquête disent là, franchement, vous avez fait une enquête, enfin vous et d'autres hein, qui m'ont apporté, qui m'ont donné un sacré coup de main. Hein, vous avez quand même fait une enquête qui mérite, effectivement, qui mérite très bien l'ouverture d'une enquête officielle. Parce que pour moins que ça, on ouvre des enquêtes officielles. Hein. Je voulais dire, et en te remerciant vraiment du fond du cœur, Alexis, que j'ai un ami Jean-Claude Boer qui est en train de réaliser à partir de mon livre, avec une de ses amies aussi scénariste. Comme il m'a autorisé à en parler dans la prochaine conférence de Bisano, je me permets d'en parler dans cette émission, qui aura beaucoup plus d'audience évidemment, qu'il est en train de réaliser donc une adaptation libre de mon livre, hein, Daniel Balavoine, Meurtre déguisé, donc un superbe album de bande dessinée, donc qu'il est en cours de réalisation. Il fait un superbe travail, Jean-Claude, c'est un dessinateur hors pair, qui a d'ailleurs dessiné, qui a conçu 2 albums d'ailleurs sur Johnny Hallyday. Donc les fans de Johnny Hallyday trouveront facilement les 2 albums de BD de Jean-Claude, hein, voilà. Et là, il est en train de réaliser cet album sur l'affaire Balavoine. C'est une adaptation libre, hein, encore une fois, de mon livre, mais en tout cas, ça va être un superbe album qui sortira, je ne sais pas quand, parce qu'il faut quand même du temps pour dessiner tout ça. Il a fallu du temps pour élaborer le scénario, pour le remanier, pour l'adapter, pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Et puis, mais ça va être absolument génial. Donc, dans les conférences, à la prochaine conférence de Bisano, ce sera la première fois, je vais présenter 3 pages de cet album. Je suis impatient de découvrir cet album que j'achèterai, que je me procurerai dès sa sortie, parce que ça c'est fantastique. À défaut de pouvoir tourner un docu-fiction qui coûte des milliers, voire des millions d'euros, une BD peut parfois peut-être faire passer, pourquoi pas, un message beaucoup plus de façon, de manière peut-être plus souple qu'un livre, puisque de moins en moins de personnes lisent les livres actuellement, enfin voilà. Mais bref, donc ce que je voulais dire, voilà, c'est si le message peut passer et en audio et via le livre que tu as écrit, Jean, et via pourquoi pas la BD, ça je le souhaite vraiment. De toute façon. Ah oui. Ah mais le message passera forcément. Et pour la petite histoire, quand même, pour le clin d'œil, je peux quand même dire aussi que Jean-Claude a travaillé pendant 10 ans à France 2 et il a couvert tous les grands procès d'assises. Hein, dont l'affaire Barbie, dont l'affaire Lillemin, dont l'affaire Simone Weber, etc. Plus de 100 procès d'assises en tant que dessinateur. Vraiment, je suis curieux de découvrir tout ça, vraiment. Merci pour cette... Magnifique. Merci. Il est en train de faire avec sa collègue un superbe album qui aura un énorme impact. Lui-même, d'ailleurs, a eu beaucoup de signes de Daniel Balavoine pour l'amener là. Hein. C'est grâce à Jean-Claude Carton qu'on en est arrivé là. Hein. C'est Jean-Claude Carton qui, en fait, nous a mis en relation fin 2013. Carton, s'il nous écoute Voilà. Merci Jean-Claude, et il doit être bien content de notre côté. Lui qui disait, d'ailleurs, il me disait souvent, il me dit, Jean, quand même, j'aimerais bien que cette affaire éclate de mon vivant. Bah oui, Jean-Claude, non, elle éclatera pas de ton vivant, puisqu'il est parti il y a 3 ans. Il y a une bonne partie qui a été faite, tu sais, Jean, avec toutes ces évolutions, avec toutes ces recherches que tu fais chaque jour, j'ai envie de dire chaque année, parce que de toute façon, ça ne s'arrête pas, et tu comptes bien continuer, je pense, le plus longtemps possible, en souhaitant effectivement que ça ne traîne plus trop. Maintenant, j'espère que un jour, effectivement, on aura enfin un dénouement à tout ça. Alors c'est vrai que ça peut paraître idéaliste, mais je pense qu'il faut quand même espérer aussi que la vérité puisse
eh bien, percer tout ce fatras de mensonges qui est de toute façon, encore une fois, conspué envers nous. Voilà. Donc, envers le peuple et envers la vérité. Voilà. Au nom de la vérité, merci Jean, merci beaucoup. Merci Alexis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et donc, si vous avez des infos, vous n'hésitez pas. On rappelle vite le site de Jean Pernin, donc jeanpernin.fr si je ne m'abuse. Voilà. C'est ça, et également un compte Twitter sur lequel je mets toutes les dernières infos de l'affaire Balavoine. Je souhaite vraiment que tu aies, pourquoi pas, des témoignages encore en off. Voilà, donc j'invite effectivement les auditeurs à contacter Jean s'ils ont éventuellement, pourquoi pas, c'est sans obligation bien entendu, des éléments, pourquoi pas, et à faire avancer cette affaire au grand jour qui, j'espère, sera... une affaire d'État, il faut le souligner, on est face à une affaire d'État. Je ne sais plus, j'ai perdu, c'est pas grave. Donc j'espère que voilà, cette affaire sera mise à jour un jour très très bientôt. Merci beaucoup Jean pour cette interview, pour le temps passé avec moi. Merci Alexis, merci vraiment du fond du cœur, et puis on refera une autre émission sur un autre thème éventuellement. Te rencontrer bientôt et on fera effectivement une émission puisque tu es aussi effectivement un grand amoureux des animaux, on l'a compris. Voilà. Ah, ça oui. Alors, écoute Jean, grand merci encore une fois et moi je vais dire au revoir aux auditeurs, comme de traditionnellement. Et voilà, donc chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter cette vidéo, à partager aussi ces interviews qui sont très importantes, et celle de Jean Pernin encore plus, je pense. Et moi, je vous dis de toute façon à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.